Eh bien, je propose que l'on commence. J'accepterai au fur et à mesure les personnes qui arriveront. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur la présentation d'outils gratuits en ligne pour les techniciens bocage. Donc, ce webinaire est organisé avec la région Bretagne et l'ATBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Donc, on a prévu avec la région Bretagne cette année d'organiser deux journées en présentiel. Donc, une a déjà eu lieu en juin et une autre aura lieu au second semestre. Et en parallèle, on propose quelques webinaires également. Donc, celui-là, c'est le deuxième. Le premier, vous le trouverez sur le site internet en replay. Donc, il avait été organisé avec l'intervention du CRPF. Aujourd'hui, c'est les interventions de l'Office national des forêts avec Benoît Chevalier et la fac agroforesterie avec Benjamin Gourlin. Donc, merci à vous deux d'avoir répondu présent. Je remercie aussi Maëlig qui est, je crois que tu es là, Maëlig. Donc, attendez, Oui, je suis là. Bonjour à tous. donc je suis perturbée parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent en cours de route et je dois les accepter. Donc, je vous propose de pas trop tarder et on va commencer. J'arrête de partager mon écran et je te laisse la main, Benoît. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Donc bonjour à tous. Donc je suis Benoît Chevalier. Je travaille à l'Office national des forêts comme chargé de mission travaux et financement externe. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le site Climessence. Donc je suis juste utilisateur également du site. J'ai pas été à la manœuvre pour sa conception, mais le but du jeu, c'est aujourd'hui, c'est de vous partager l'expérience pour que vous puissiez vous l'approprier. Euh, donc, là. Avant d'aller voir sur le site en lui-même, je vais introduire un petit peu le thème en reparlant de l'évolution du climat et de ses conséquences sur les arbres. Donc, c'est un thème que vous connaissez déjà un peu tous, qui a déjà été abordé de nombreuses fois. Toutefois, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller revoir les vidéos qui ont été faites par le réseau AFORCE. Il y a 5 vidéos sur les changements climatiques, les impacts sur la forêt et les conséquences pour les arbres en France métropolitaine. Et donc, c'est très intéressant, ça remet un peu le point sur tous ces thèmes-là. Je vous remettrai le lien après, on va le voir passer. Euh, Rapidement. Donc, vous connaissez déjà ces courbes du réchauffement climatique. On va parler aujourd'hui, et sur le site Climessence, de scénarios RCP. Alors, RCP 4,5 et 8,5 qu'on va voir notamment. Alors, 4,5 et 8,5, ce n'est pas des évolutions de température, c'est du forçage radiatif induit. Alors, ça implique forcément sur le réchauffement climatique, mais voilà, c'est 4,5 et 8,5, ce ne sont pas des degrés. Et donc, on va voir, on a le site Climessence a gardé 3 scénarios, un scénario optimiste, moyen et pessimiste. Donc, le optimiste, ça va être donc le RCP 2,6. Il était encore sur le site il y a quelques années, mais il est abandonné parce qu'il n'y arrivera pas. Donc, l'optimiste, on est sur du RCP 4,5 fourchette basse, donc avec un réchauffement climatique de l'ordre de 1 à 2 degrés fin de siècle. Le scénario moyen, ça va être du RCP 4,5 pessimiste, avec un réchauffement climatique entre 2 et 3 degrés fin de siècle. Et le pessimiste, ce sera le RCP 8,5, avec un réchauffement climatique entre 4 et 5 degrés fin de siècle. Donc voilà, c'était avant écrit sous forme de RCP sur le site, donc là il y a une petite évolution, donc maintenant c'est optimiste, moyen et pessimiste. Et donc RCP, ça découle en fait des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc RCP 4,5, c'est s'il y a une stagnation des émissions d'ici 2050. Et RCP 8,5, c'est un peu le scénario open bar. Il faut faire attention à ce graphique-là, il va jusqu'à 2250. Donc nous,
le site regarde à objectif 2050-2070 parce que c'est des choses où on est à peu près, on a des résultats à peu près tangibles, enfin à peu près sûrs sur les impacts de ces émissions. Et donc forcément, ce réchauffement climatique et ces RCP vont avoir des impacts sur les arbres et la forêt française. Et donc, les espèces, naturellement, donc il y a un phénomène d'adaptation qui peut avoir lieu, mais il y a également un phénomène de migration. Donc, donc les arbres, les êtres vivants vont monter en altitude et en latitude pour retrouver leur climat sur lequel elles ont évolué, elles sont adaptées. Donc, on voit que la vitesse de réchauffement climatique actuelle, enfin, est en fonction des différents scénarios, est beaucoup trop rapide pour les essences d'arbres. Donc, il y a des organismes qui savent bien s'adapter. Donc, les insectes, on regarde le moustique tigre qui arrive très bien à remonter. Il y a les grands mammifères qui vont pouvoir se déplacer assez bien. Les arbres, c'est quand même les êtres vivants qui courent le moins vite. Donc, bah, voilà, ils mettent plusieurs années pour pouvoir faire des graines. Et donc, c'est les essences à graines lourdes et à cycle long qui sont le moins adaptées au réchauffement climatique. Donc, typiquement, hêtre, chêne, châtaignier, etc. Donc, il y aura des conséquences sur nos arbres, et on le voit apparaître déjà, hein, vu qu'on n'arrive pas à suivre la vitesse de réchauffement climatique. Donc, sur nos arbres, et on a des phénomènes de sécheresse avec des dépérissements par cavitation. Donc, c'est les arbres qui n'arrivent plus à puiser de l'eau dans le sol par rapport à leurs besoins de transpiration corrélés à la chaleur. Ce qui fait qu'on a des phénomènes de cavitation, d'embolie. On peut avoir des branches qui meurent, voire des arbres entiers. On a des problématiques de pathogènes, donc de maladies des arbres, donc qui sont favorisées dans de contextes d'arbres affaiblis par les sécheresses à répétition, par l'introduction de pathogènes via le commerce international, la perturbation des écosystèmes, donc ça va être le tassement des sols, ça va être la fonte de la biodiversité, qui sont aussi nos auxiliaires de culture ou de sylviculture, qui vont un peu limiter les pathogènes. L'évolution du climat peut avoir des impacts également sur ces pathogènes. Donc, l'exemple qui est connu, c'est le scolite. Il y a une cinquantaine d'années, ce petit insecte faisait 1 à 2 cycles par an et il y avait 70% de mortalité en hiver à cause du froid. Aujourd'hui, l'insecte peut faire 3 à 4 cycles par an et on a un bien meilleur survie de l'insecte au cours de l'hiver. Donc, quand on sait qu'une femelle scolite peut faire 50 à 100 œufs, forcément, avoir 2 fois plus de générations dans l'année, ça peut avoir des conséquences très fortes sur les peuplements. Et donc, encore une fois, sur le scolite, la faible diversité des peuplements induit des problèmes pathogènes, donc ça va être le cas pour certaines plantations de plaines de résine. Enfin, le réchauffement climatique a des conséquences sur les feux de forêt. Alors, c'est pas le changement climatique qui allume le feu, c'est les incendies en forêt, c'est à 90% d'origine humaine. Mais bah, là, on l'a vu en 2022, le changement climatique favorise la propagation et l'intensification des incendies de forêt. Donc, face à ça, la solution que prône l'ONF pour adapter les forêts au changement climatique, ça va être la diversification. Donc, on a vu, on a des courbes, on sait à peu près où on va, on ne sait pas exactement comment la forêt va réagir. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de diversifier. Donc, on n'a pas de modèle miracle. Le modèle miracle, entre guillemets, ça va être voilà, d'avoir de la diversité d'essence, de modalités de culture de la forêt, une grande biodiversité, parce que encore une fois, voilà, c'est cette biodiversité qui sont nos auxiliaires de sylviculture, et c'est le fait d'avoir des oiseaux insectivores, des chauves-souris qui vont pouvoir limiter nos populations d'insectes. Ça va être une diversité d'essences qui fait que bah, s'il y a une maladie, ça ne se propage pas partout. S'il y a de la mortalité, on n'a pas l'ensemble d'un massif à dépérir. Et on le sait, plus un milieu est diversifié, plus il sera résilient. Donc par rapport à ça, on se pose des questions sur quelles essences dans cette diversité, voir ce qui pourra dépérir en premier, ce qui risque de résister aux chaleurs, aux sécheresses estivales. D'où le site Climessence, et donc on va y aller.
Donc, le site Climessence, avant même d'y aller, on va revoir un peu les origines, comment il a été construit. Euh, donc Climessence, donc c'est un site web interactif. Donc, on va aller dessus, on va voir, on peut entrer plusieurs requêtes pour avoir des résultats. Il a été créé par le réseau RMT à Force. C'est un genre de GIEC, des forestiers, des scientifiques qui se sont posés des questions voilà, sur la forêt et les changements climatiques. Et il est issu de deux projets qui avaient déjà été menés un peu en amont. Donc le projet Caravane qui étudie différentes essences. Le projet IKS Maps, donc c'est qui modélise la répartition des essences par rapport au climat. Et donc, le tout a été rentré dans le site Climessence pour avoir des résultats par rapport aux projections de climat futur. Donc, le projet Caravane, ça veut dire catalogue raisonné des variétés nouvelles et expérimentées. En gros, on a une bibliothèque de 200 espèces forestières avec tout plein de critères, tout plein d'informations. Et donc, on découle des fiches par essence, des fiches espèces avec une description de l'espèce. Donc, des critères qui sont notés de A à D. Donc là, il y en a quelques-uns, mais il y en a 37 en tout par essence. La carte de répartition et l'écogramme, donc quelque chose que vous connaissez sans doute lors des choix d'espèces, en fonction de sol acide à basique, sec à humide. Et donc le modèle IKS, donc indicateur climat Strauss. Alors apparemment, ça veut dire végétation en breton parce que ça a été développé par Henri Le Boulaer, donc un compatriote breton, qui a travaillé également avec l'ONF sur ce projet-là. Donc l'IKS, c'est un modèle de compatibilité climatique. Donc ils ont vu qu'il y a 3 indicateurs climatiques qui permettent d'expliquer au mieux la répartition actuelle des essences. Donc, il y a 3 facteurs limitants qui permettent de voir si une essence est présente ou pas actuellement. Donc, il y a le DHYA, déficit hydrique annuel. Donc, c'est voilà, les sécheresses estivales, le manque d'eau qui fait que certaines essences ne vont pas pouvoir se développer. La température minimale, donc l'excès de froid. Donc, certaines essences vont être limitées par les froids hivernaux. Et somme de degrés jour annuel. Donc là, ça va être plus pour les essences thermophiles qui vont être limitées si elles n'ont pas assez de chaleur au cours de l'année. Elles vont pas pouvoir se développer. Et donc ce modèle a été mis en relation avec des modélisations cartographiques des climats futurs attendus au travers de ces différentes variables et en fonction des différents scénarios que je vous ai évoqués tout à l'heure, RCP 4,5 et 8,5, donc optimiste, moyen à pessimiste, avec des horizons temporels relativement courts quand même pour des arbres, donc 2050-2070. Et du coup, je vous propose d'aller sur le site. Pour pouvoir y accéder, donc il faut créer un compte. Mais c'est un compte gratuit, donc on envoie un petit formulaire qui est rempli en 1 minute 30 et on reçoit ensuite un mail de validation avec son mot de passe. Et on peut aller jouer sur Climessence ensuite. Eh bien, allons-y. Donc voilà, je vous propose de manipuler avec vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et donc voilà, ça va être peut-être plus vivant que le diapo page à page. Comme ça, on voit un petit peu comment on accède aux différentes informations. Comme je disais un petit peu plus tôt, les vidéos du réseau à force qui sont super bien faites, même si bon voilà, c'est un peu scolaire comme présentation, ça remet tout à plat. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 5 vidéos-là. Donc, pour avoir les différentes informations là, du site Climessence, donc on a le menu qui est en haut. Donc, on va commencer par les fiches espèces. On va balayer un petit peu toutes les fonctionnalités du site pour voir les usages que vous pourrez en avoir ensuite. Donc, les fiches espèces, voilà, issues du projet Caravane. Donc, on va avoir les 200 espèces.
Donc c'est un site que je trouve pas très rapide, donc on clique et on patiente. On y arrive quand même. Donc voilà, on a les deux grandes espèces. On peut aller sur les pages des unes après les autres comme ça. Donc avec ce que j'ai présenté pour le châtaignier tout à l'heure, avec la carte de répartition et avec l'ensemble des critères. Donc facteurs limitants climatiques, donc sécheresse, gel tardif et DAFIC, donc au niveau du sol, sur l'engorgement en eau du sol, sur l'acidité, la texture. Euh, on a également production de bois. Donc après, voilà, c'est production de bois actuellement en fonction du marché actuel. Il y a des choses où on n'a pas toujours les réponses. Et, euh, et donc voilà, c'est assez complet. Ce qui peut être fait également, c'est dans les fiches espèces, c'est la comparaison d'espèces. Donc on peut aller choisir différentes espèces, par exemple comparer deux chênes différents. Donc le chêne qu'on retrouve régulièrement en bocage. Donc, il y a chêne Cécile, chêne pédonculé. Je sais que par chez moi, c'est souvent du chêne pédonculé qui est en bocage. On va vouloir le comparer, par exemple, avec le chêne Cécile ou le chêne chevelu, chêne pubescent, je ne sais pas. On peut en mettre plusieurs, hein, 3, 4, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà les différents critères que je présentais tout à l'heure. Et ben, ça nous permet de comparer sur certains critères les différentes essences par rapport à la tolérance en eau du sol, etc., pour éviter les écueils lors de la mise en place de ces essences. Alors, il y a aussi possibilité de faire une comparaison pour une sélection de critères. Donc là, on va dire, je veux un arbre avec une résistance juvénile forte au sécheresse, etc. Mais je trouve pas ça très confortable en fait comme entrée. Je préfère choisir d'abord des essences et aller voir ce qu'il y a. Après, si on peut aller jouer pour faire une comparaison en rentrant tout d'abord des critères. Ensuite, au niveau des variables climatiques, ça c'est intéressant pour voir dans vos différents territoires quelles sont les évolutions attendues au niveau du climat, parce qu'on parle souvent d'augmentation de température, mais au niveau annuel, enfin, comment ça se répartit. Donc là, on sélectionne sur la carte sa forêt ou sa communauté des communes, enfin son secteur sur lequel on a un projet et on voit l'évolution. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut que je sélectionne une région en particulier. Donc, là, je suis à Rennes actuellement. On peut aller voir en forêt de Rennes. Votre micro pour répondre à la question. J'ai pas le chat, peut-être qu'il se passe il y a des Oui, questions sinon, sur le. je lirai les questions si jamais il y en a, mais pour l'instant, euh, il n'y en a pas. Bon, allons en forêt de Rennes alors. Allez, horizon temporel 2070, donc on sélectionne ici. On applique les filtres et on voit donc le climat actuel avec le diagramme ombre thermique que vous connaissez sans doute avec, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Donc les températures sont égales à deux fois les précipitations, donc il y a deux échelles différentes pour visualiser plus facilement les périodes sèches. Donc on voit que actuellement en forêt de Rennes, les précipitations sont relativement bien réparties au cours de l'année. Toutefois, il y a un déficit hydrique estival qui est de l'ordre donc de 40 et 40, de 80 mm, 90 mm. On voit que donc ça c'est calculé aussi par rapport à une cartographie des sols qu'on pourra aller voir après, mais c'est quelque chose d'important. Le site donne une vision globale, pas forcément à la parcelle. Donc les résultats du site, il faut toujours prendre du recul avec, parce qu'il peut y avoir le sol qui compense certains déficits hydriques. Donc là, j'ai regardé forêt de Rennes, la valeur moyenne de réserve utile en eau du sol est de 100 mm à peu près. Si on se trouve sur un sol qui a une réserve utile en eau de 140 mm, et ben, on aura ce déficit hydrique qui sera en partie compensé.
D'ailleurs, on le voit bien en forêt de Rennes, d'une parcelle à l'autre. On peut avoir des chênes qui montent à 30 mètres, et puis à côté, on peut avoir des pins sylvestres qui peinent à atteindre les 10 mètres. Toutefois, ça donne une vision intéressante sur l'évolution climatique. C'est quelque chose qu'on voit globalement sur l'ensemble de la Bretagne. Après, je pense qu'il faut aller voir sur les différents territoires. Mais on voit qu'au niveau annuel, on aura un maintien des précipitations, du volume de précipitations annuel. Par contre, on a une augmentation des sécheresses estivales. Ce qui fait et on l'a vu quelques années déjà où on a des printemps, des étés assez secs et puis une saison des pluies qui arrive en octobre, novembre, décembre et on a un rattrapage du volume de pluie. Sauf que pour la végétation, ça n'a pas les mêmes conséquences d'avoir ce régime hydrique par rapport à un régime hydrique où on a des précipitations régulières tout au long de l'année. Et donc, on voit sur la forêt de Rennes, en scénario intermédiaire, donc c'est RCP4 pessimiste, on était à 80-90 mm de déficit hydrique pour les arbres. Là, en scénario intermédiaire, donc on est à 80 plus 90, on est à 160, ouais, on monte facilement à 200 mm de déficit hydrique. Donc, pour la végétation, ça n'a rien à voir. Et en scénario pessimiste, eh bien, c'est pire. Euh, pour avoir une vision globale de la Bretagne, on a quand même des impacts qui vont être beaucoup plus importants sur le bassin rennais, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan que sur le Finistère et Côte-d'Armor. Même s'il il va pas rien se passer à Côte-d'Armor et Finistère, mais voilà, il y a quand même deux climats un peu différents. Donc voilà, carte de la réserve utile maximale. Donc je vous en ai parlé, c'était autour de 100 mm là sur Rennes. Vous pouvez la consulter pour modérer un petit peu les résultats de climescence, pour voir les chiffres qui sont pris pour calculer l'IKS. Donc, vous voyez, vous pourrez zoomer un petit peu sur vos différentes régions pour voir dans quel type de sol vous pourrez modérer un petit peu ce que vous dira climescence. Autre chose qui est intéressante, pas forcément pour le choix d'essence, mais pour se projeter un petit peu dans le futur, c'est les cartes d'analogie climatique. Alors, c'est un peu spécial à comprendre. Donc, on va choisir une région. Euh, donc, soit en sylvo-écorégion, soit en région forestière. Donc là, on va, par exemple, sélectionner la Bretagne centrale à l'horizon 2070. Donc, vous pourrez sélectionner vos différentes régions. Et donc, l'analogie climatique, en fait, ça essaye de voir sur la Bretagne centrale dans quelle autre région on va trouver des climats analogues. Donc qui ressemble à ce qu'on a actuellement sur la Bretagne centrale. Donc actuellement, en Bretagne centrale, on peut trouver un climat analogue sur la côte sud de l'Angleterre, mais également une partie des Landes et la côte nord de l'Espagne. Avec le réchauffement climatique, le climat qu'on aura en Bretagne centrale en 2070 sur un scénario optimiste, donc là on est plus sur du littoral atlantique. Sur un scénario intermédiaire, on serait vraiment vraiment dans Landes, Arcachon, un peu méditerranéen et littoral corse. Sur un scénario pessimiste, là, voilà, on a vraiment un climat analogue à ce qu'on a actuellement en Méditerranée, Corse, Sardaigne. Donc voilà, c'est vraiment pour se donner une image, se projeter un petit peu dans l'avenir. Et enfin, euh, le plus intéressant, on va dire, les cartes de compatibilité climatique. Ça va permettre de se projeter pour faire des choix d'essence et voir sur les essences en place les différents risques. Voilà, on avait chaîne pédonculée. Donc, on applique les filtres avec de nouveau les mêmes l'actuel et les trois scénarios. Donc, généralement, on voit qu'en Bretagne, enfin, on va dire que c'est pire dans le reste de la France. Mais quand même, en Bretagne, on va voir qu'une partie de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan
va avoir des risques sur les essences en place. Euh, donc voilà, sur le chien de Cécile, j'essaie de zoomer un peu. On va essayer de regarder différentes essences. Euh, non, c'est le chien pédonculé, pardon. Sur le hêtre, une essence qui est déjà absente d'une partie, enfin, qui est peu présente sur une partie de la Bretagne la plus sèche. Donc on voit qu'il est bien en station climatique jusqu'à présent. Et que même en scénario optimiste, il risque d'avoir des problèmes, on va dire, dans une partie de la France. En scénario intermédiaire, donc celui qui risque le plus d'arriver dès 2070. Alors voilà, on parle de 2070 sur des cycles de vie des arbres. On parle de 100 à 200 ans. 2070, c'est demain. Donc il faut essayer peut-être même de se projeter au-delà de 2070. Mais dès 2070, une grosse partie de l'île-et-Vilaine, il risque d'être éliminé, la moitié le début du Morbihan. Et scénario pessimiste, voilà, c'est pareil en pire. Euh, Ce qui est intéressant également, on parlait là des besoins en chaleur de certaines essences thermophiles. Et on peut voir également que certaines alors, essences vont pouvoir être insérées en Bretagne alors qu'elles n'avaient pas assez de chaleur jusqu'à présent. Donc on voit que le chêne-liège, il n'a pas assez de chaleur. Enfin, on en trouve un petit peu quand même en Bretagne, mais il a du mal à se développer. Et on voit qu'en fonction des différents scénarios, c'est une essence qui pourra se développer ici. Donc après, je ne suis pas sûr que le chêne-liège soit une essence de production, de bocage, mais on a un peu les mêmes résultats sur le pin parasol, par exemple. Enfin, voilà, ce qui est intéressant sur ce site, c'est d'aller un petit peu regarder, triturer le site pour voir un petit peu les différents scénarios, les différentes conséquences et se projeter un petit peu dans le futur et voilà, choisir certaines essences sur vos différents territoires. Et donc, ça, je suis passé. Donc, ça, je voulais présenter. Alors, comment on revient en arrière? Je suis allé trop vite. Donc voilà pour rappeler les forces et faiblesses de l'outil. Donc c'est quand même un outil qui est pratique pour s'acculturer aux risques climatiques, pour nos prises de conscience en tant que technicien, forestier, bocage, et également en fait pour communiquer auprès du grand public, parce que des fois on est un peu inquiet. C'est pratique de pouvoir montrer un peu visuellement ce que nous disent les scientifiques. C'est une base de données qui est assez importante avec toutes les espèces qui sont avec les fiches espèces, là, le projet Caravane. Donc, c'est une base documentaire qui est hyper intéressante à aller consulter de temps en temps. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des limites à l'utilisation de l'outil. Il ne faut pas descendre trop à la parcelle, au linéaire de haies qu'on va planter. Et il ne faut pas oublier de regarder les sols et la réserve utile en eau de nos différents sols. Le modèle IKEA ne prend pas trop en compte les excès de chaleur. Donc, on commence à le constater sur le pin sylvestre où il est très résistant à la sécheresse. Mais tout ce qui est canicule, etc., il n'aime pas trop. Donc, on ne le voyait pas disparaître sur les modèles qu'on avait sur Climessence, mais on a quand même des mauvaises surprises. De même sur les pathogènes, bien sûr, on voit que par exemple, le châtaignier, c'est une essence qui est vraiment adaptée au réchauffement climatique, sauf que il y a des problèmes pathogènes sur le châtaignier, donc peut-être qu'il ne faut pas le mettre partout. Et ça ne prend pas en compte pour l'instant l'adaptation génétique des essences, donc les phénomènes d'acclimatation de certaines essences qui font que on pourrait avoir quelques bonnes surprises quand même.
Et pour aller plus loin pour vos recherches d'essence à planter, donc bocage, bosquet, etc., pas hésiter à aller consulter les arrêtés MFR, donc matériel forestier de reproduction par région, qui nous disent quelles essences on peut planter en forêt. Donc ça fait une pré-liste. On retrouve également une liste des essences donc dans Bresse, Forêt, Boisemont. Alors je ne sais pas au niveau bocage si vous êtes limité, si vous avez des guides sur ces sujets-là. Mais pourquoi pas aller s'inspirer de ce qui se fait en forêt, de listes qui existent. Ça permet, bah voilà, quand on a la liste des 200 essences caravanes, peut-être qu'il ne faut pas tout mettre et aller tout regarder, mais voilà, ça permet déjà de cibler un champ d'espèces. Il y a des évolutions à venir sur le site et Climessence et sur les outils. Donc avec Zoom 50 qui doit être déployé donc à l'ONF la fin d'année. Donc pour l'instant, j'ai pas eu la formation, mais en gros, ça permet d'aller voir le sol, d'entrer les données de nos sols qu'on va aller voir pour mettre en parallèle avec les modèles de réchauffement climatique. Et puis pareil, au niveau forestier, donc je vous parlais des listes d'essences MFR, on devrait avoir des listes d'essences adaptées au réchauffement climatique par sylvo-écorégion et dans le cadre de ces arrêtés MFR. Donc c'est des choses à venir sur lequel on continue à travailler. On se pose beaucoup de questions forcément, comme vous, je pense. Donc merci pour votre attention. Merci de toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à désactiver votre micro, hein, c'est peut-être plus simple, ou alors passer par le chat. J'ai vu qu'il y avait une question, mais la personne a dû partir entre-temps, donc la question a disparu. Et une remarque d'Anne-Fleur Bagnier, donc technicienne bocage de Lamballe Terre et Mer, j'espère ne pas me tromper de structure, qui dit dans le chat qu'effectivement, on le voit par exemple pour le boulot, la mortalité cette année à cause de la sécheresse de l'an dernier, et l'aubépine également, donc j'imagine elle rebondissait sur... Oui, sur les excès de chaleur, oui. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Ok, ouais, on voit qu'il y a pas mal de boulot mort, enfin cette année. Et je sais pas si c'est pareil partout, mais en fait, ils ont pas supporté l'année dernière, quoi. Mm. Donc effectivement, il y a des essences où on se pose la question où on peut justement les mettre, disons, parce qu'ils sont résistants à la sécheresse, mais en fait, ouais, les gros coups de chaud, ils résisteront pas, quoi. Mm. Donc, ouais. Ouais, c'est pour ça que bah, voilà, on regarde un petit peu sur ce qui se passe dans le sud, enfin voilà, sur l'analogie climatique. On va regarder ce qui se passe, quel cortège floristique on peut avoir dans les régions un peu plus méditerranéennes, parce qu'a priori, voilà, je parlais du chêne liège, on a le chêne pubescent, le pin pignon sont des essences qui sont adaptées aux excès de chaleur, enfin ce qu'on appelle nous des excès de chaleur. Océane demande sur quelle zone géographique. J'imagine que c'est pour toi, Anne-Fleur. Ouais, du coup, ben, Bretagne, Bête-Saint-Brieuc, quoi. Du côté de Lamballe. Alors, je sais pas, les gens, ils sont un peu partout, là. Ouais, donc Bretagne, Côte d'Armor, en fait. Côté Manche, le long de la Manche. Une question, bonjour, ne faut-il pas compter sur la régénération spontanée? Euh, c'est ce que je disais là en parlant de forêt mosaïque. Euh, on va pas faire de la transformation partout. C'est clair que ça ressemble à une mauvaise idée. On n'aura pas les capacités et voilà, on veut pas non plus perdre la richesse génétique qu'on a dans nos forêts. On va venir diversifier en se posant ces questions-là. Je pense que c'est la même réflexion qu'il faut avoir au niveau bocage. C'est pas de dire, bah voilà, ce qu'on a, ça ne marchera plus, donc faut tout remplacer. Mais il faut diversifier en fait les réponses. Au niveau, voilà, au niveau de l'adaptation des essences au climat futur, ben, on espère qu'il y en aura un petit peu. On va le favoriser aussi en intraspécifique. Donc, on a du chêne Sicile déjà pas mal en Bretagne. Et ben, en fait, on va aussi aller chercher des provenances de chêne Sicile dans des zones un peu plus limites actuellement. Donc, on va
en chercher un petit peu dans le centre, dans des zones où les porte-graines, les peuplements, les semenciers où on va récolter les graines, euh, connaissent déjà des sécheresses estivales importantes. Et donc, on va apporter la richesse génétique de ces espèces-là. Et à contrario, on a des peuplements, on a des unités de conservation et on veut justement pas faire de pollution génétique de ces peuplements pour conserver cette richesse et voir un petit peu l'évolution spécifique qu'il peut y avoir sur ces essences-là. Charlotte, une autre question? Je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y en a pas, je propose... Ah si, excusez-moi. Bonjour, le fait que le climat change et notamment qu'on ait des étés plus chauds en Bretagne ne signifie pas qu'on n'aura pas de gel en hiver. Est-ce que, est-ce que cela est pris en compte dans les cartes de scénario, notamment pour le chêne liège? Euh, pour le chêne liège, je ne sais pas spécifiquement, mais c'est vrai que c'est une problématique là, avec de gelée tardive. Pour l'instant, vous voyez les cartes de chêne liège où c'était vraiment sur le littoral. Euh, pour le chêne liège, je sais pas vraiment. Euh, mais on voyait que pour d'autres essences, en fait, on a quand même moins de gelée. Enfin, quand on parle des risques de gelée tardive, ça va être moins prégnant en Bretagne que dans le centre de la France, où on peut avoir des gelées tardives beaucoup plus tard en saison. Par rapport à certaines provenances, il y a eu des tests de Douglas alors je ne sais plus d'où il venait, enfin bref, avec un peu plus de sensibilité aux gelées tardives. Donc c'est des tests qu'on fait également dans ce qu'on appelle des îlots d'avenir, des plantations de 1 à 2 hectares euh, où on plante certaines essences qui sont en dehors du cadre matériel forestier de reproduction légal, mais on est en recherche-développement. Donc, on a un peu de chêne liège qui a été planté, on a du chêne vert, on a du chêne pubescent, certaines origines de chêne Cécile, et puis on cherche les autres essences qui seraient intéressantes à tester en Bretagne pour donner les clés en fait aux forestiers voilà, qui seront là dans 20 à 30 ans et qui auront des choix d'essence à faire. Voilà, ils auront un petit réseau de placettes expérimentales pour pouvoir voir un peu la réaction de ces espèces-là. Et a priori, j'ai oublié la question de Marine. Du coup, on sort un peu de la démarche végétale locale si on va chercher des graines ailleurs. Question. Oui, oui, oui. Alors après, voilà, démarche végétale locale, on est assez encadré en fait en forêt. Quand on plante du plan forestier, il faut qu'il y ait un certificat de récolte des graines dans des peuplements classés euh, pour voilà, qu'il n'y ait pas de trafic de graines parce que, par exemple, le chêne, on ne va pas avoir des glands tous les ans. Ce serait facile d'aller chercher du chêne je ne sais où qui ne serait pas adapté à nos climats, à nos sols. Et on a déjà eu des plantations dans le passé ratées parce que voilà, c'était des graines qui avaient été sélectionnées pour de l'horticulture avec des jolis arbres bien branchus, mais sauf qu'en forêt, pour la production de bois, c'était pas intéressant. Donc il y a un cadre réglementaire sur la provenance et sur et où est-ce qu'on va aller chercher les graines. Après, oui, on fait de la migration assistée en partie et on l'assume. Euh, mais enfin, on fait les deux en parallèle, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut être vigilant, voilà, sur où est-ce qu'on va chercher nos graines, comment ont été sélectionnés les arbres semenciers. Et une autre question. Bonjour, ne doit-on pas laisser le temps aux espèces locales de s'adapter? Et comme je disais, on va le faire, je pense que ce sera fait également en bocage, mais on commence quand même, vu les différentes cartes hein, que j'ai montrées, vu les différents, les, enfin les ombres, j'ai oublié le nom, enfin, les, les prévisions climatiques,
Eh ben, il va y avoir une adaptation, mais ça va se faire aussi dans la douleur. Euh, on va dire, il va y avoir beaucoup de mortalité. Au NF, on travaille au niveau national, donc je vois régulièrement des collègues qui travaillent dans l'Est de la France, dans l'Allier, etc., et qui passent leur temps à récolter du bois qui meurt. Euh, donc, dans ces peuplements-là, on récolte pas tout non plus parce que justement, ce serait une mauvaise idée parce que il y a dans ces arbres, dans ces peuplements qui souffrent, et ben, il y a peut-être certains individus qui vont pouvoir développer certaines résistances. Donc, il faut absolument les garder, ces individus-là, pour faire de l'adaptation spécifique. Seulement, bah, voilà, on, on a un peu peur quand même et on va dire sur 90-95% des surfaces, eh ben, on va essayer de faire de l'adaptation locale, mais on commence à faire quelques tests hein, pour avoir les clés pour demain pouvoir réagir aux conséquences et au dépérissement qu'on pourra connaître. Dans les... Par Ouais, désolé. curiosité, je suis allé voir hier, là j'ai reçu l'invitation pour l'échange d'aujourd'hui. Et donc, il y avait, en juin, vous avez vu une personne du CNRS qui parlait justement beaucoup de l'adaptation locale. Et donc, après, voilà, elle avait un point de vue qui était sur toutes les espèces. Et donc, c'est vrai qu'il y a des espèces à cycle court, herbacées, bah, c'est ce qui sont beaucoup étudiées, bah, c'est un peu plus facile en laboratoire, qui se reproduisent tous les ans. Donc, on peut voir au niveau génétique les évolutions. Euh, Quand on parle de chêne, eh ben, pour une adaptation, ça passe aussi par la reproduction et différentes générations. Euh, le, le chêne Cécile, voilà, il va faire les premières grosses fructifications entre 50 et 100 ans. Donc, vu la vitesse du réchauffement climatique, ils vont avoir un peu de mal, quoi. Et déjà, on parle d'espèces au niveau botanique, des choses assez carrées. Et, on voit que déjà dans nos peuplements de chênes, ils sont hybridés à 25%. Donc on voit qu'on a déjà du chêne pubescent, du chêne tausin qui s'introduit en fait dans nos peuplements de chêne sessile, chêne pédonculé. Donc il y a déjà des métissages hein, qui se font. J'ai mis d'ailleurs le lien en parallèle du replay. Faut-il intervenir pour accélérer l'adaptation des plantes au changement climatique? Si jamais vous voulez le visionner, il est sur notre chaîne YouTube. Et voilà. Ouais, si vous avez toujours l'écran, là, il parlait, voilà, je regardais ça hier, qu'il y avait une vitesse d'adaptation de l'ordre de 17 kilomètres tous les 10 ans par les plantes, par les organismes vivants. Donc, on voit que c'est pas forcément équitable d'un groupe d'espèces à l'autre. Je reviens juste là sur justement les migrations assistées. Dans ta diapo sur la forêt mosaïque, tu mentionnes notamment des îlots d'espèces exotiques, les essences exotiques dans les îlots d'avenir. Oui, Euh, Dans la base Climessence que tu as présentée, il y avait des espèces exotiques du sol français, enfin vraiment exogènes, quoi. Est-ce mhm. que c'est des choses même qui sont envisagées là, par l'ONF à ce stade ou pour l'instant c'est juste des migrations en termes de territoire, des espèces qu'on va retrouver plus dans des climats peut-être méditerranéens qui vont remonter dans des climats plutôt continentaux ou océaniques, où il y a même des tests pour implanter des espèces forestières issues de territoires beaucoup plus secs actuellement, quoi, donc Nord-Afrique ou voilà. Pour l'instant, voilà, on n'a pas trouvé de climat Nord-Afrique qui nous intéresse, encore moins au niveau région Bretagne. Euh, Nord-Afrique, ça a déjà été fait. Enfin, si, hein, le cèdre de l'Atlas, quand même, c'est une essence qui est regardée, qui est déjà présente sur les territoires, mais qui a des caractères d'adaptation au réchauffement climatique qui sont intéressants. Il y a le chêne zéen, c'est un chêne blanc, un peu comme le pédonculé ou le Cécile, qui est présent également en mélange avec le cèdre, donc Sud-Espagne et Nord-Afrique. Globalement, pour l'instant, pour la Bretagne, on regarde notamment, enfin, surtout au niveau européen, il y a quelques essais, enfin, qui sont faits en îlot d'avenir. Après,
C'est pas parce qu'ils sont en îlot d'avenir qu'ils seront mis en production, mais il y a en gros peuplements de Douglas qui sont déjà des essences exotiques qui pourront partir peut-être dans d'autres essences exotiques, mais pour l'instant c'est vraiment îlot d'avenir. Et quand on fait de la plantation forestière, il faut que ce soit des essences qui sont dans la liste MFR, de l'arrêté MFR. Et donc ces essences sont pas dedans pour l'instant. Mais on se ferme pas la porte et les îlots d'avenir sont intéressants avant de partir en production pour voir s'il n'y a pas des risques d'espèces exotiques, d'introduire des espèces exotiques envahissantes. Sur la Bretagne, on a déjà le cas avec certaines espèces qui peuvent poser des problèmes par endroits avec du sapin pectiné qui s'étend un peu partout sous des peuplements. Donc, c'est des choses qui sont regardées notamment voilà, sur les îlots d'avenir. Bien, merci Benoît. Je propose que l'on passe à l'intervention suivante de Benjamin. Et enfin, s'il y a d'autres questions qui viennent, vous pouvez passer par moi. Je pense que enfin, je les transférerai à Benoît si besoin. Je pense qu'il acceptera d'y répondre. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais mettre partager l'écran de la présentation. J'ai l'écran. Voilà, normalement, vous devez le voir maintenant. Donc, Benjamin Bourlin, je suis salarié de la fac agroforesterie à temps plein sur la thématique du végétal local pour l'accompagnement, un accompagnement au développement de filières. Et, euh, et voilà. Et on anime différents outils diffusés plus ou moins largement au niveau national. Flore Local fait partie de ces outils. Et c'est l'objet de cette présentation aujourd'hui. Alors, Flore Local, c'est parti à l'origine de la marque collective Végétal Local, donc, qui a été mentionnée précédemment. Végétal Local, pour ceux qui ne connaissent pas et pour faire rapide, c'est une marque qui veut valoriser et garantir les origines sauvages et locales du matériel végétal vendu, que ce soit du matériel sous forme de semences ou de plants. C'est encadré par deux documents, deux documents de cadrage, le règlement d'usage et le référentiel technique. Alors ça s'appuie sur, ça date déjà de 2015, ça s'appuie sur des données scientifiques et d'expérimentation de terrain. À l'origine, elle a été créée par la Fédération des conservateurs botaniques nationaux, la fac agroforesterie et Plantécité. Elle est toujours animée par ces trois structures, mais c'est devenu propriété de l'OFB lorsque l'OFB s'est mise en place. Donc, au contraire de ce que du principe des MFR, qui ne sont pas forcément territorialisés, vous me dire si je me trompe, végétal local, c'est vraiment territorialisé, donc récupérer, par exemple, sur le massif armoricain, des semences de ligneux ou d'herbacées, pour les élever et les réimplanter sur le massif armoricain. Là, c'est vraiment la marque se base vraiment sur le principe d'adaptation des végétaux, des génomes au changement climatique. Juste, ouais, si MFR, c'est bien territorialisé avec les mêmes séparations. Avec les mêmes Je vais séparations. mettre en partage dans la discussion les documents. Ouais, très bien. Mais par contre, MFR, c'est vraiment pour la plantation de boisement, alors que végétal local, ça s'applique à tous les autres projets de plantation, donc haies, prairies, même des espaces de fleurissement, d'une certaine manière, en milieu plus anthropisé. Voilà, c'est pas focalisé sur les boisements, c'est même hors boisement. La fac agroforesterie, en tant qu'animateur de la marque, porte un programme d'action annuel pour développer les filières de végétaux d'origine sauvage et locale. Et dans ce programme d'action, notamment une action
sur le renforcement des connaissances sur les filières de végétaux d'origine sauvage et locale. Donc, renforcement de connaissances, pourquoi? Parce que la création de la marque a engendré la nécessité de réinventer certains métiers, métier de pépiniériste notamment, métier de collecteur, et réinventer ces métiers pour aider les porteurs de projets. Il fallait pouvoir leur mettre à disposition des références techniques qui n'étaient pas forcément existantes dans la littérature, ou en tout cas très, très incomplètes, très parcellaires, pas forcément adaptées aux régions. Donc, il a été assez rapidement, s'est fait assez rapidement sentir le besoin d'avoir un outil euh, technique, très technique, là, pour accompagner l'installation des porteurs de projets, collecteurs ou pépiniéristes qui voulaient faire du végétal local. Avant 2019, donc avant la diffusion d'un premier outil sur mesure, bah, les collecteurs, pour prendre l'exemple des collecteurs, donc ceux qui sont amenés à faire des récoltes de semences sur des individus euh, en milieu naturel, euh, ces collecteurs devaient utiliser plusieurs outils pour identifier des stations, trouver des espèces sur les territoires au sein desquels ils voulaient faire des collectes. Donc, des outils plus ou moins spécialisés, la flore forestière, encore largement utilisée, qui donne des critères d'identification, de répartition, des indicateurs écologiques, qui sont aussi présents sur Climessence. Le SIFLOR, donc la base de données des CBN, qui permet d'avoir par mail de 10 km sur 10 ou par commune la présence ou l'absence de chaque espèce rencontrée sur le territoire métropolitain. Des outils plus intégratifs, par exemple eFlore, la base de données Tela Botanica, dans laquelle on a à la fois des descriptions de plantes, des cartes de répartition. Alors, ce pas les mêmes cartes de répartition que celle du SIFlore, c'est-à-dire que le SIFlore, c'est vraiment la carte des correspondants CBN, alors que Tela Botanica, c'est un peu tous les utilisateurs de Tela Botanica, qu'ils soient initiés ou non, qui peuvent saisir leurs observations. Et c'est celles qui sont à l'origine de ces cartes. Mais on y retrouve aussi les statuts écologiques et de protection, des indicateurs écologiques. Donc, c'est basé sur un outil base flore. Donc, je ne pense pas que ce soit les mêmes. Ça reprend certaines des informations qui sont dans la flore forestière, mais ça les complète dans une certaine mesure, avec des indicateurs de continentalité, de résistance aux températures, au pH, etc. Donc, c'est un travail, c'est un outil très intégratif, mais il manque toute la partie technique de collecte. Et c'est là que, en fait, les personnes impliquées devaient encore chercher des informations, devaient chercher des informations ailleurs, donc échanger avec leurs pairs, aller sur des sites internet plus horticoles où des fois on n'est pas toujours sûr du lien qui peut être fait entre une espèce qui a des variétés horticoles et des espèces type sauvage. Donc c'était un peu branlant. Et c'est pour ça qu'a été édité en 2019, et là c'est l'image de la réédition, de la couverture de la réédition, le guide technique collecte et mise en culture d'arbres et arbustes sauvages locaux. Donc c'est un guide à usage, à destination vraiment des collecteurs et des pépiniéristes qui veulent faire du végétal local, dans lesquels on a des parties générales sur la collecte. Donc, comment choisir ces sites de collecte, donc ça fait lien avec les outils que je vous ai présentés rapidement, et ça en intègre bien d'autres aussi. Mais aussi comment s'équiper pour faire des collectes, comment assurer la traçabilité d'une collecte depuis la récolte jusqu'à la cession du lot. Des fiches assez génériques toujours sur le nettoyage et l'extraction des graines, donc le matériel qu'il faut, le temps que ça prend, certains gestes, le conditionnement des lots de semences, etc. Idem sur la mise en culture, et puis un zoom sur, alors là dans le guide de la version papier, c'est 52 espèces. Donc un zoom sur lequel on va avoir des données sur l'espèce, sa répartition géographique, ses données d'auto-écologie, mais également sur les méthodes de tri propres à l'espèce, les méthodes de stratification pour lever la dormance des semences, l'intérêt de
de telle ou telle méthode, de la vente en godet par rapport à la vente en racine nue, etc. Donc, des aspects vraiment techniques, opérationnels de terrain pour les porteurs de projets qui voudraient s'installer en collecteur ou pépiniériste végétal local. Alors, cette publication, elle est libre gratuitement sous format numérique, donc téléchargeable sur le site APAC Agroforesterie. Et elle avait été imprimée lors de sa sortie en 2021 et vendue sur l'agroboutique. Ils arrivent en rupture de stock, donc elle n'est plus disponible actuellement sous format papier. Ou en tout cas, il faut vraiment envie de vous dépêcher pour avoir le dernier exemplaire. C'est en réflexion de faire évoluer alors d'apporter des correctifs parce que bon, il y a beaucoup de données qui sont empiriques, qui sont remontées directement du terrain, qui n'ont pas forcément été validées sur tous les territoires en France, et même des données voilà, qui ont été. Enfin, il y a beaucoup de données, notamment sur la levée de dormance, qui sont issues de la littérature, mais qui ne sont pas forcément reproductibles par des opérateurs terrain. Donc, c'est des données qui ont été obtenues en laboratoire, ce n'est pas forcément ce qui est facilement reproductible par les acteurs de terrain. Et il y a des données aussi qui n'ont pas été validées par des protocoles scientifiques. Donc, voilà, on sait que là, si on devait faire une réédition, il faudrait apporter quelques correctifs, mais globalement, ça donne déjà de belles informations. Il y a des calendriers de récolte et autres qui sont disponibles dessus. Donc, un prochain format papier, peut-être. Pour l'instant, c'est en discussion. Ce guide a tellement bien marché, mais on s'est tellement rendu compte aussi assez rapidement des limites, à savoir que c'était pas évolutif, que les erreurs écrites sur papier restent écrites sur papier, qu'on ne peut pas faire de modifications à partir du moment où ça a été vendu. Il a été question de transférer l'ensemble des informations de ce guide au sein d'une base de connaissances qui se présente sous la forme d'un wiki. C'est la base de connaissances qui s'appelle Flore locale. Donc, si vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Flore locale, vous tombez directement sur ce site. Et comme pour Climessence, on va y aller ensemble. Je vais naviguer et vous présenter l'outil en direct. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, on voit. Oui. Très bien. Super. Donc, c'est un wiki, c'est-à-dire que c'est collaboratif. À peu près n'importe qui justifie de connaissances sur le sujet peut participer. Alors, on verra après les modalités de contribution et le forum. Mais déjà, la vocation de cet outil, c'est vraiment de mettre à disposition de tout le monde des informations et scientifiques et techniques sur les espèces. Dans le guide que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était des espèces ligneuses uniquement. Sur le wiki Flore locale, il y a une catégorie flore herbacée également parce que le végétal local ne se limite pas que aux ligneux. Donc, première page sur laquelle vous arrivez, vous avez des informations sur l'outil en tant que tel. Alors, l'animation de flore locale, c'est un outil qui n'a pas été développé à l'origine par les animateurs nationaux flore locale, donc ni conservateurs botaniques, ni AFAC Agroforesterie, ni Plantécité. C'est deux porteurs de projets qui sont maintenant tous deux pépiniéristes ou en installation en tout cas, qui ont mis en place, qui ont créé ce wiki. L'animation en revient actuellement sur le plan technique plutôt à la fac agroforesterie. Là, voilà, il y a un comité technique de suivi qui implique bien entendu les autres parties prenantes, les autres animateurs de la marque. Alors, pour ceux qui connaissent le référentiel, il y a plein de subtilités sur toutes les espèces ne sont pas marquables sur toutes les régions d'origine. Ça dépend vraiment du statut d'indigénat des espèces. Là, ce site n'en fait pas cas ne s'occupe pas de ces subtilités dans le sens où si je vais par exemple sur flore ligneuse, je vais avoir la liste de toutes les espèces qu'il est possible de marquer a priori sur le territoire métropolitain, sachant qu'il y en a qui ne sont pas du tout marquées végétales locales sur aucun territoire pour l'instant. Mais c'est celles qui sont a priori marquables sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire qu'elles ont un statut d'indigénat suffisant pour pouvoir envisager être marquées végétales locales. Donc, j'ai cliqué sur
flore ligneuse. J'arrive donc sur cette page où j'ai une petite introduction, quelques informations sur, enfin quelques titres sur les parties générales du guide à partir duquel a été créé ce wiki. Choix des sites de collecte, calendrier de collecte. Donc voilà, on peut naviguer, hein, ce sont des pages à part, mais on va trouver pour les espèces, pour un certain nombre d'espèces, donc c'est 52 là ici qui sont présentés. Les 52 qui sont dans le guide papier, un calendrier de collecte, par exemple. Bon, c'est des informations qu'on peut avoir ici de manière globale quand on veut travailler sur des ensembles d'espèces, mais sinon, on peut aller voir espèce par espèce, et c'est tout l'intérêt de ce site par rapport au guide. Les parties générales, on peut évoluer, par contre, les parties fiches espèces sont mises à jour, alors c'est au gré des contributions des uns et des autres. Il y a des fiches qui sont plus ou moins complètes que d'autres, mais voilà. Par exemple, alors ce tableau a vocation à justement à indiquer là où il manque des données. Si je prends par exemple le châtaignier, il va manquer des données sur les caractéristiques botaniques de la plante et écologiques. Par contre, on a des données techniques. Bon. Le châtaignier qui en plus n'est pas une espèce marquable sur le territoire parce que issu de trop d'hybridation, pas trop de risques d'hybridation, mais voilà, elle est présentée, il y a des manquements. Euh, c'est des manquements faciles à combler parce que c'est des données de la bibliographie, mais voilà, il faut des petites mains pour écrire derrière. Pour l'instant, pour celle-ci, ça n'a pas été fait. On peut aller voir une espèce qui a été totalement remplie. Tout, tout, tout. Euh, allons voir le prunelier, par exemple. Donc, toutes les fiches espèces se présentent sous la même forme, c'est-à-dire qu'on a des aspects vraiment de nomenclature. Donc, le nom, les noms français, le nom latin, la famille, et après, ben, les caractéristiques de l'espèce, la description, avec des confusions possibles lorsque c'est connu, et les techniques de multiplication par semis, par bouturage, par marquetage. Ça dépend vraiment des informations qui sont disponibles pour l'espèce, mais en tout cas des techniques de multiplication, les modalités d'élevage, et bien évidemment, même lorsque vous avez des données qui remontent du terrain, les références sont saisies en vis-à-vis. L'idée de chaque fiche espèce, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment imagé pour permettre tout à chacun de reconnaître l'espèce à ses différents stades. On récolte les fruits pour végétal local, et sur le prunelier, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de bouturage, enfin, ce ne serait pas pertinent. On récolte le fruit, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir repérer la plante à différents stades. Donc, dans la description, l'idée, c'est de rentrer assez loin pour qu'on puisse reconnaître l'espèce avant que les fruits n'apparaissent, sur la base des feuilles, sur la base des fleurs, euh, etc. De l'écorce aussi. Des photos, donc une iconographie riche. L'idée, c'est d'avoir le plus de photos possible en lien avec le sujet, des photos de qualité si possible, et des photos d'intérêt pour le sujet, c'est-à-dire que là, végétal local, euh, il faut reconnaître l'espèce, il faut aussi qu'on puisse confirmer l'identité et la bonne. Alors, on ne va pas confirmer l'identité par rapport aux semences, mais en tout cas, on va pouvoir conforter le fait que les semences soient conformes à ce qu'on peut s'attendre pour un prunelier type sauvage à l'aide de description des semences et de photos. Carte de répartition issue du Réciflore. Donc, c'est une carte très globale qui ne permet pas d'avoir le détail précis parcellaire, mais ça donne un ordre d'idée de la répartition de l'espèce, de là où on peut avoir les chances de la trouver. Donc, le prunelier, c'est tout le territoire métropolitain. Et, euh, et voilà. Donc, des fiches qui sont remplies, qui ont été remplies à partir du guide. Donc, pour les 52 espèces traitées dans le guide, l'ensemble des informations ont été retranscrites sur le wiki. Pour les autres espèces, c'est en cours, ça avance pas vite, mais ce qui est bien, c'est que tout à chacun peut participer. Participer en lançant des sujets de discussion ou en participant à des sujets de discussion sur le forum. Euh, voilà, il y a du monde un peu qui participe quand même. Vous voyez les dernières contributions il y a 15 heures sur l'érable champêtre. Dernière question, en tout cas par rapport à la fiche, une information qui posait question. Bon, bah, il y a une communauté derrière
petites pour l'instant, mais qui participent et qui permettent de faire évoluer ces fiches et de les améliorer. Il y a possibilité aussi, si vous voulez, vous ou d'autres personnes compétentes, contribuer à l'encyclopédie, de venir contribuer. Il y a toute la marche technique euh, qui vous est précisée dans comment contribuer. Pour ceux qui ont déjà rédigé ou co-rédigé des articles sur un outil quelconque, c'est exactement la même chose. Ça ne demande pas de compétences informatiques particulières. Par contre, l'idée, c'est que ce soit fait sérieusement. Donc, on a vu flore ligneuse, il y a flore herbacée aussi. Alors, flore herbacée, il n'y avait pas de contenu à mettre depuis un autre guide. Donc, c'est un peu plus pauvre. Malgré tout, il y a quand même des informations qui ont été mises, notamment par le réseau des CBN, qui ont des retours d'expérience sur la mise en culture de certaines espèces, sur la germination des graines de certaines espèces. Donc, par exemple, là, qui est millefeuille. Voilà, on va retrouver un certain nombre d'informations. C'est globalement la même présentation que pour les ligneux, mais voilà, c'est plutôt, il y a des choses, enfin, oui, il y a des choses qui ont évolué. Par exemple, il y a des tests de germination en conditions de laboratoire qui ont été faits par les CBN, donc qui sont valorisés aussi au sein de cet outil. L'idée, c'est vraiment de venir en aide et d'être enfin, oui, de permettre l'opérationnalité des acteurs de terrain euh, qui voudraient se lancer dans la collecte ou la mise en culture et vente de plants marqués végétal local. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de cet outil-ci. Je remets juste pour la fin du diaporama. Hop. Donc ça, c'est présenté en direct. Donc, juste revenir sur l'animation, la gouvernance. L'animation à la fac agroforesterie, avec l'appui d'un comité de pilotage, donc membre de la fac agroforesterie, membre du CBN, du réseau des CBN, et les deux actuels pépiniéristes, mais qui ont les deux personnes qui ont permis, qui ont créé le wiki à l'origine, Pierre-Alexis Nizan et Sylvain Tartavez. Il y a également un comité éditorial, donc c'est en gros le comité de personnes qui s'acharnent un peu plus à suivre ce qui peut être dit sur le forum ou vérifier les contributions des uns et des autres. Euh, ça reprend les membres du comité de pilotage auxquels s'ajoutent certains correspondants locaux végétales. Voilà pour l'outil Flore local. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions dans le chat, mais vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y en a pas pour l'instant. Alors, pareil que tout à l'heure, vous pouvez soit passer par le chat, soit désactiver votre micro pour poser vos questions s'il y en a. Donc, c'est un outil vraiment très opérationnel, très terrain. On y retrouve des aspects, des données issues de la littérature, euh, mais aussi des données de terrain empiriques qui ont pu être expérimentées localement, et c'est ce qui en fait la richesse, mais aussi un peu le risque à l'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut toujours expérimenter. On a encore cette phase d'expérimentation sur certaines données, notamment le de tendance. Hein. C'est pour ceux qui sont impliqués dans une activité de pépiniériste ou qui suivent un peu des pépiniéristes végétales locales, c'est vraiment une des questions qui se posent. Comment lever la dormance de certaines plantes, comment conserver certaines semences. Voilà. Il y a des groupes de travail dessus. L'idée, c'est de mettre des données quand même qui soient à peu près vérifiées, en tout cas par les pairs dans cet outil-là, mais voilà, tout à chacun peut partager ses observations et c'est ce qui en fait la richesse. Pas de questions, ça veut dire que c'était